Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième séance du SOCOSMA, le séminaire d'observation de la crise Covid-19 dans les sociétés du monde arabe, séminaire commun au Centre de recherche en sciences humaines du réseau français, CNRS, ministère des Affaires étrangères, les UMIFRE, travaillant sur le monde arabe. Monté à l'initiative du CEFAS, spécialisé sur la péninsule arabique, il regroupe le Centre Jacques Berck de Rabat, l'IRMC de Tunis, le CEDEJ du Caire, le CEDEJ Khartoum, l'IFPO à Beyrouth et le CEFAS. Cette troisième séance se tient sous l'égide de l'IFPO à Beyrouth et notre intervenant sera Joe Bahout. Je voudrais préciser certaines modalités de fonctionnement. Cette séance est enregistrée et la vidéo sera placée sur une chaîne YouTube créée à cet effet par le CEFAS. Afin que l'enregistrement soit le plus propre possible, il est impératif que vos micros demeurent fermés pendant tout le temps des interventions, puisque le logiciel Zoom met en premier plan toute personne qui parle. Je vous demande donc d'absolument laisser vos micros fermés jusqu'à ce que les intervenants aient achevé leurs exposés. Par la suite, nous pourrons passer aux questions. Pour ceci, il n'est pas possible que tout le monde pose une question ou fasse une remarque. Je vous demande donc de signaler vos demandes d'intervention par écrit en utilisant la fonction converser du programme et la fonction lever la main. La parole vous sera donnée dans l'ordre d'inscription et selon votre domaine de travail. Pour cette séance consacrée au Liban, priorité aux chercheurs de la zone Moyen-Orient, Levant, puis les autres aires géographiques et domaines de recherche. Lorsque vous poserez une question, c'est votre caméra qui sera enregistrée. Donc, poser une question avec caméra allumée équivaut à accepter que votre image soit diffusée. Si vous ne le voulez pas, vous devrez alors éteindre votre caméra. C'est néanmoins fort désagréable pour un intervenant de parler à un fond noir ou à une photographie. Je laisse maintenant la parole à Laurent Bonnefoy. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de retrouver les camarades de l'IFPO, de voir cette institution associée à ce séminaire, de poursuivre un petit peu la réflexion qu'on a pu lancer lors des deux précédentes séances qui étaient centrées sur le Sultanat d'Oman, où je suis actuellement, et puis le Maroc. Et ces deux premières séances nous avaient en fait amené à s'intéresser principalement ou à explorer les politiques étatiques et de voir comment finalement les États réagissaient et cherchaient à se saisir de la pandémie pour, d'une certaine manière, se relégitimer. Cette question de la relégitimation, que ce soit à travers le décompte des malades ou des morts comme au Maroc, ou bien la projection comme en Oman d'une forme de modernité, d'une efficacité, et sans doute qui est assez transversale dans le monde arabe. Ça concerne bien évidemment pas que les sociétés arabes, mais c'est une problématique qui, je pense, est intéressante à explorer, de voir comment finalement les États se saisissent, ou les pouvoirs se saisissent de cette question-là. Avec le Liban, on a peut-être une entrée qui est un petit peu différente. Et le Liban pourrait être, je dirais, une forme de contre-exemple, tout simplement parce que eh bien, l'État a été, peut-être un des points de départ que Joseph va aborder, a été très largement dépassé. Il est dépassé notamment par les mobilisations. Et l'entrée que Joseph nous a proposée, c'est de chercher à réfléchir ensemble à ce que la pandémie produit sur les mobilisations. En quoi les mobilisations que le Liban connaît depuis plusieurs mois avant la pandémie ont été affectées, comment est-ce qu'elles se réinsèrent dans ce nouveau contexte. Et cette dimension-là, je pense, est aussi intéressante pour aborder d'autres sociétés dans la région. Je vais passer maintenant la parole à Michel, qui va introduire peut-être Joseph plus spécifiquement. Alors oui, il me revient de présenter Joseph.
Mais avant, je voudrais donc surtout signaler, puisque c'est la première séance que nous organisons, nous, combien nous sommes heureux de nous associer à cette initiative du CEFAS, et, qui regroupe l'ensemble des IFRE du monde arabe, je crois. Et vous savez combien j'ai Peace of My Heart au CEFAS, et donc de toute façon, je m'associe à toute initiative du CEFAS avec enthousiasme. Il me revient donc de présenter Joseph Bahout. J'avais deux possibilités, soit occuper l'ensemble de la visioconférence pour décrire l'ensemble de son œuvre et de son travail, soit le faire très 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 brièvement. Et c'est donc cette deuxième solution que l'on va choisir. Joseph est donc docteur en sciences politiques. Il a longtemps enseigné au Liban, où il a aussi été à l'IFPO d'ailleurs. Il a été chercheur non résident au Carnegie Endowment et il a été aussi enseignant à Sciences Po Paris. Il est consultant permanent du centre, pour ceux qui le connaissent, ce centre d'analyse et de prospective du ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Et important aussi, il est membre du conseil scientifique de l'IFPO, encore actuellement, et depuis déjà longtemps. Finalement, et très récemment, nous le félicitons, Joseph vient d'être recruté pour diriger le centre Issam Fares Institute à l'université américaine de Beyrouth. Et je suppose donc qu'il va être beaucoup plus souvent à Beyrouth et que nous allons nous rapprocher, je l'espère, pour des projets et des programmes. Donc aujourd'hui, effectivement, comme le disait Laurent, Joseph va aborder cette histoire de la crise sanitaire au Liban avec cette approche sur une révolte, une révolution suspendue. Le terme est très bien trouvé, je trouve, parce que c'est vraiment le sentiment que nous avons ici à Beyrouth. Il y avait tout un mouvement de contestation qui, tout à coup, qui a mené même à la chute du gouvernement, à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Et puis, tout à coup, tout ce mouvement a été suspendu, effectivement, par le confinement. Et chaque fois que le confinement recule un petit peu, que le déconfinement donne un peu de liberté, eh bien, c'est à nouveau cette contestation qui prend le dessus dans les médias et dans la rue. Et donc, je te laisse, Joseph, aborder le sujet. Nous sommes nous aussi suspendus, mais à tes lèvres. Merci beaucoup Michel, merci à tous. C'est un quadruple plaisir au moins d'être avec vous tous. D'abord parce que je retrouve beaucoup de visages familiers, amicaux. Deux, parce que je me retrouve un peu en famille puisque l'IFPO, comme tu l'as dit Michel, est un peu ma maison d'origine. J'ai été 6 ans chercheur dans cette maison quand elle s'appelait encore le CERMOC. Je suis aujourd'hui membre du conseil scientifique et comme tu l'as dit aussi, une autre raison est qu'avec mes fonctions à venir, à partir de septembre, j'espère bien et je compte fermement qu'on puisse établir des liens beaucoup plus forts institutionnellement et personnellement avec l'IFPO, avec les membres de l'IFPO et avec d'autres membres des UMIFRE et des IFRE. Là, je m'adresse à Laurent et à d'autres, que ce soit dans le Golfe, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, puisque l'Institut que je vais avoir l'honneur et la chance de diriger a une vocation régionale sur de multiples sujets. Là aussi, je rebondis sur ce que tu dis pour peut-être faire un tout petit peu le plan de mon propos en disant qu'en fait, je vais peu parler de pandémie et de Covid, puisque le paradoxe, c'est que dans un pays où rien ne fonctionne, où tout s'effondre, où pratiquement on est à mon avis, au-delà d'un État failli, on est presque aujourd'hui dans un État collapsé, enfin effondré. Le Covid a peut-être été soit une opportunité pour certains de reprendre leur souffle, soit même un non-événement, puisqu'en termes de chiffres, je vais en parler tout à l'heure, c'est quelque chose vraiment qui a été, alors soit pour certains bien géré par le gouvernement, soit pas géré du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas eu grand-chose
à signaler. Bon, ce n'est pas vraiment le cas, je vais revenir là-dessus, mais surtout, je vais essayer de lier tout ça aux problématiques politiques, économiques et sociales sur lesquelles aujourd'hui le Liban est vraiment focalisé et qui sont probablement le fond de la crise à venir. Avant de me lancer dans cet exposé, juste une note peut-être symbolique et humoristique, mais j'envie beaucoup Frédéric Lagrange pour le background sur lequel il est. J'aurais aimé être moi-même face à ce mur. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas si c'est chez toi, Frédéric, mais probablement qu'on aurait dû tous les deux se retrouver devant ce mur bourré de graffitis révolutionnaires. Ça aurait été beaucoup plus contextuel. C'est un fond d'écran à partir d'une photo qui a été prise à Beyrouth il y a un an et demi. Voilà. Ok, très bien, très bien. Tu me l'enverras. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et pour évacuer la question Covid, si je peux dire, je dirais que le Liban, disons, dans le contexte mondial, mais aussi relativement dans le contexte régional, finalement a passé entre les gouttes de façon, enfin continue à passer entre les gouttes jusqu'à ce jour. La crise n'est pas finie, bien entendu, avec, disons, un succès relatif. On a, alors juste pour donner des chiffres, le Liban a enregistré une affaire de 1450 cas à une dizaine près, 32 ou 33 décès. Et tout cela est dû, bien entendu, évidemment, à un nombre de tests par jour qui est relativement bas par rapport à d'autres pays, à d'autres cas, même si depuis 2-3 semaines, le ministère de la Santé effectue beaucoup plus de tests par jour. On parle de 1500 à 2000 par jour ou par semaine, par jour. Ça n'a pas non plus vraiment notablement remonté le nombre de cas. Les cas aussi quotidiennement entre 5 et 20. Je crois qu'hier on était à 14, aujourd'hui on est à 18. Et ils se partagent entre les résidents, c'est-à-dire la population résidente, et une population particulière dans le cas libanais, et je reviendrai là-dessus parce qu'elle a un pendant politique, qui est la population des expatriés rapatriés, qui sont en train d'affluer pratiquement 2-3 fois par semaine, et dans lequel contingent on retrouve pas mal de cas selon les jours. Alors tout ça pour dire qu'en fait, le gouvernement peut se targuer, un gouvernement qui est en fait pratiquement aujourd'hui en faillite et moribond, je reviendrai là-dessus, il peut se targuer, et il le fait, d'avoir finalement géré correctement une crise dont on craignait qu'elle soit beaucoup plus ravageuse quand elle a éclaté. Alors évidemment, ça a permis au système hospitalier d'échapper à la contagion, à la congestion, ce qu'on vit même en Europe. Finalement, il n'y a que 2 ou 3 hôpitaux, dont le principal hôpital gouvernemental, qui ont la charge de la gestion du Covid. Les hôpitaux privés, d'après ce qu'on entend, sont très très peu sollicités, ce qui en fait a permis au système de santé, qui est un système, je le rappelle, très privé au Liban et très coûteux, d'échapper à la surcharge, et aussi à la société libanaise et au système de santé publique d'échapper à des surcoûts, ce qui, dans les circonstances libanaises, était quand même bienvenu. Alors voilà pour la situation purement sanitaire, voilà le point santé publique, si vous voulez, qui est en fait très largement devenu un non-sujet au Liban, et qui même, pour revenir à la politique, fait parfois même sourire. C'est-à-dire que le Covid est devenu, pour beaucoup de gens dans la société libanaise, surtout les activistes et les révolutionnaires, en fait une sorte d'alibi du gouvernement. Et là, on retrouve une thématique arabe et moyen-orientale très répandue. C'est un peu ce que disait Laurent sur la problématique légitimation, coercition, etc., fermeture de l'espace public. Le Covid est devenu très largement, en tout cas, perçu comme étant l'alibi principal de la mise sous boisseau d'une société qui était en ébullition à la veille de la pandémie. C'est-à-dire que pratiquement plus personne ne prend au sérieux les chiffres qui sont donnés, les chiffres relativement bas qui sont donnés. La poursuite du confinement, qui, il faut signaler, a été allégée les derniers jours
est encore considéré par la plupart des gens comme une dernière tentative de maintenir les gens chez eux et de les empêcher de reprendre, disons, la rue ou de reprendre la contestation telle qu'elle se jouait. Avant de rentrer dans la question de la contestation et de la question, enfin de la situation politique et sociale d'aujourd'hui et passer aux vrais enjeux du Liban de demain, un mot sur disons, les échos politiques et discursif sur la question du Covid. Dans le cas libanais, il est très intéressant de voir que ce n'était pas innocent qu'une grande partie des premiers cas de corona aient été, entre guillemets, importés d'Iran. C'est du moins ce qui était laissé entendre, enfin ce qu'on laissait entendre au tout début. Évidemment, il y avait deux foyers principaux, si vous vous souvenez, en mars mondialement de cette épidémie, c'était la Chine et l'Iran. Or, dans le cas libanais, tout ce qui touche à l'Iran n'est pas innocent, n'est pas fortuit, n'est pas sans sous-entendu de part et d'autre. Alors évidemment, au tout début, il y a eu une grande question qui était est-ce que, au fond, une grande partie des cas qui sont en train de pénétrer le Liban ne proviennent pas d'Iran, qui est en train d'envoyer des gens se faire soigner dans les hôpitaux libanais, vu que le système de santé iranien est supposément très mauvais. Ça, vraiment, je ne suis pas bien placé pour le dire. On a même été jusqu'à dire qu'il y avait des leaderships, des membres de la hiérarchie supérieure, soit des pasdarans, soit de la molacratie, qui étaient soignés dans les hôpitaux de Beyrouth. On a entendu beaucoup de choses. Il est bien entendu impossible de dire si c'est vrai ou pas. Le fait est que dans le discours et dans la perception générale, c'était déjà une problématique intéressante qui soulignait en fait le côté très politique de cette épidémie dans la société libanaise et dans le contexte libanais très inflammatoire dans lequel la pandémie a commencé. Le pendant de cette question a été aussi le fait que les régions sous le contrôle direct ou indirect du Hezbollah ou du tandem chiite Hezbollah-Amal ont été très rapidement pratiquement soumis à une sorte de mode de gestion de la pandémie qui était propre à eux. Le Hezbollah a annoncé très vite une mobilisation générale à lui, en parallèle à celle de l'État, à celle d'un ministère de la Santé qui par ailleurs est géré par un ministre médecin proche du Hezbollah, qui a été nommé par le Hezbollah, qui, à mon avis, mais ça n'engage que moi, gère la chose de façon assez bonne jusqu'à maintenant, sous la houlette et avec la coopération de l'OMS très probablement. Mais le Hezbollah a annoncé très vite, dans les 2-3 premières semaines, son propre plan de mobilisation en mettant en œuvre de façon un peu théâtrale et un peu, disons, un peu très visible, une sorte de mise au service de la société, je vais employer un terme que je n'aime pas employer en général, de la société chiite, une affaire de 15 à 20 000 médecins mobilisés en permanence, une mobilisation de tous les dispensaires du parti ou proches du parti, et finalement un nombre probablement plus élevé de tests effectués que celui effectué par l'État à l'époque. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui a été intéressant parce que ça venait rappeler à la société libanaise la force, la puissance, certains diront la mainmise du Hezbollah sur l'appareil étatique, sur l'appareil sociétal aussi. Et pour beaucoup, dont moi, qui ont en tête un peu l'histoire longue, en fait, disons, de l'action sociale du Hezbollah au Liban, ça a rappelé un peu des accents de 92-93, lorsque le parti, dans un hiver très dur à l'époque, lorsque les routes avaient été complètement coupées par la neige à la Bekaa, avait réussi à venir au secours de la population de ces régions-là, ce qui avait pratiquement construit son succès populaire, politique et électoral pour des années à venir. Et beaucoup de gens ont fait le parallèle à ce moment-là en disant, voilà, encore une fois, la déshérence et l'incapacité de l'appareil officiel de l'État libanais est pratiquement substituée, mise en exergue par la capacité et l'efficacité de l'appareil du Hezbollah. Je ne vais pas aller plus loin sur ces questions, mais c'est juste un rappel sur les débuts de la pandémie et ce qu'elle disait politiquement.
Alors, pour revenir à notre sujet sur une épidémie ou un confinement, une situation de révolution en confinement, une révolution suspendue, je passe à mon deuxième point pour dire qu'en fait, donc cette épidémie qui commence autour du 12, 13, 14 mars, en fait, complètement, le confinement, je crois, commence vraiment au Liban autour du 15 mars, vient, comme vous l'avez tous rappelé en introduction, dans un contexte où le 17 octobre, à partir d'octobre 2019, le Liban était déjà pratiquement en situation de paralysie du fait d'une révolte sociale, d'un soulèvement populaire, du fait d'une chute du gouvernement, d'un changement de gouvernement qui avait été un changement de gouvernement sous la pression et le remplacement du gouvernement d'union nationale de Saad Hariri par un gouvernement très largement à coloration unique 8 mars, c'est-à-dire le camp du Hezbollah, du président de la République et de leurs alliés, mais un gouvernement qui, au fond, n'a jamais vraiment commencé à fonctionner, qui n'a jamais pris son envol. C'est dans ce contexte que la pandémie a lieu, avec en plus un effondrement économique et social qui aujourd'hui atteint pratiquement un paroxysme et une sorte de gouffre dans lequel le pays est engagé et qui vient s'ajouter en fait donc le ralentissement économique et social est venu s'ajouter pratiquement à l'arrêt total de la machine économique dans le pays dû à l'effondrement économique et social qui déjà l'avait précédé. Donc c'est un peu cet amalgame, si vous voulez, ce magma-là sur lequel je voudrais dire quelques mots. Alors, lorsqu'on a dit dans le titre une révolution en confinement ou une société confinée, révolution suspendue, je serais tenté de filer la métaphore et l'image beaucoup plus loin et de dire qu'en fait, aujourd'hui, on a pratiquement 3 niveaux du champ politique et social qui sont paralysés et confinés. Alors, on a un mouvement révolutionnaire qui est lui-même confiné, paralysé, en suspens, qui est peut-être en underground, j'en dirai un mot tout à l'heure. On a un gouvernement qui est pratiquement, sinon en confinement, mais pratiquement en mort clinique, c'est-à-dire un pouvoir qui est aujourd'hui pratiquement plus que délabré, qui est en fait comateux. Le gouvernement est dans une sorte de survie par inertie, et on est dans un gouvernement d'expédition des affaires courantes d'une certaine façon, et une opposition politique qui, elle aussi, est en confinement et dans les limbes, c'est-à-dire qu'elle est elle aussi extrêmement criblée, extrêmement affaiblie, incapable de proposer une alternative, tout juste capable de tirer à boulet rouge et pratiquement quotidiennement sur le gouvernement, mais sans ni pouvoir le remplacer, ni peut-être même vouloir le remplacer, ce qui est pratiquement la caractéristique extrêmement intéressante de la situation libanaise, c'est-à-dire une opposition qui, au fond, n'a pas envie de remplacer le pouvoir parce qu'elle n'a pas envie de répondre aux multiples défis qui se posent et dont je vais dire un mot tout à l'heure. Alors, la partie intéressante pour nous ici, puisqu'on parle de mobilisation et de cas et de parallèles en termes de mouvements, disons, sociétaux et de révoltes dans la région, c'est que le mouvement révolutionnaire, donc à partir de mars, rentre dans une sorte de veilleuse, mais qui était peut-être un tout petit peu bienvenue pour certaines de ces figures. Bienvenue, pourquoi? Parce que entre le 17 octobre et mars 2020, donc 17 octobre 2019 et mars 2020, le mouvement s'était très largement à la fois essoufflé, mais aussi il s'était un tout petit peu perdu dans les méandres de la tactique politique en termes d'unification ou de non-unification, mais aussi en termes de réponse à apporter par rapport au changement politique qui avait eu lieu. Ce gouvernement, donc, qui a été formé à la hâte et un peu de briques et de broc par les forces loyalistes autour du président de la République et du Hezbollah, est un gouvernement qui avait réussi quand même à coopter 4 ou 5 figures sur 20 ministres, je pense, qui étaient passablement technocratiques, passablement potentiellement acceptables par le mouvement,
et une partie, disons, de la révolte du 17 octobre, je parle de la partie organisée, s'était un peu perdue dans la question tactique et politique de la réponse à avoir à ce gouvernement. Alors certains disaient il faut leur laisser le temps, il faut peut-être leur laisser la chance de faire leurs preuves, d'autres disaient il faut les laisser mourir tout seuls, c'est pas la peine de leur tirer dessus, c'est un embryon né mort pratiquement, et d'autres étaient pour la poursuite de l'intifada ou de la révolution, ce qui a bien sûr été mis sous arrêt par le Covid. Alors, cette période du Covid a été très intéressante et là, je peux un tout petit peu, mais vraiment très modestement et très relativement dire que j'ai eu la chance d'être confiné à Beyrouth et donc étant proche de certains groupes de cette révolution, pouvoir faire un peu d'observation participante. Cette période de confinement a été à la fois une période de désarroi pour beaucoup, puisque beaucoup de gens ont commencé à dire, enfin les figures de la révolution, c'est fini, le momentum est passé, il n'y aura plus le moment du 17 octobre, probablement qu'on a perdu le fil, mais d'autres aussi ont considéré que ce confinement était peut-être un moment propice pour commencer à travailler sur des choses qui n'étaient pas possibles d'être abordées, qu'il n'était pas possible d'aborder en pleine révolution et en pleine ébullition dans la rue. C'est-à-dire à savoir essentiellement les deux points faibles de la mobilisation au Liban et du mouvement révolutionnaire au Liban, c'est-à-dire une absence quasi totale de socle programmatique plus ou moins commun, et là on parle vraiment d'un dénominateur commun minimal entre les groupes, et deux, d'une absence quasi totale aussi de leadership du mouvement révolutionnaire qui commençait un tout petit peu à peser sur le mouvement. Je crois que la période de confinement depuis mars jusqu'à aujourd'hui, donc on est à 3 mois et demi pratiquement de ce confinement, a permis au mouvement peut-être un tout petit peu de réfléchir sur lui-même, de revenir sur lui-même. Et l'exercice que nous faisons actuellement, à savoir un webinaire sur Zoom, est devenu pratiquement le sport favori des révolutionnaires. Alors, moi, je ne vous raconte pas la zoomite aiguë que le mouvement révolutionnaire est en train de vivre. Il y a pratiquement 4-5 réunions qui se font tous les jours. Des groupes qui, au fond, ne se sont pas beaucoup parlé dans la rue, se sont ignorés, se sont affrontés à coups de je peux mobiliser plus que toi, etc., ont commencé un tout petit peu à se parler virtuellement et peut-être maintenant un tout petit peu plus réellement. Et c'était peut-être un temps salutaire pour le mouvement, c'est-à-dire de reprise de souffle un tout petit peu et de réflexion sur ce qui ne marche pas. De là à dire que les failles ou les faiblesses du mouvement ont été, disons, surmontées pendant ce moment de confinement, c'est très hasardeux de le dire, c'est peut-être même très risqué, c'est peut-être même très exagéré de le dire, et j'en dirai un mot dans quelques secondes. Je dirais qu'est-ce qui reste encore en suspens et qu'est-ce qui fait que ce mouvement n'arrive pas encore à s'unifier autour d'une thématique minimale capable de reprendre l'initiative par rapport à un gouvernement lui aussi moribond. Alors, c'est deuxième point, deuxième partie du tableau, je le disais, le confinement et disons la paralysie n'a pas atteint que le mouvement révolutionnaire. Elle atteint aussi le gouvernement et le camp loyaliste, le camp du pouvoir. Et c'est peut-être le paradoxe de ce pays aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une triple crise. Il y a une crise du mouvement révolutionnaire, il y a une crise du pouvoir et il y a une crise de l'opposition politique traditionnelle. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de la crise du mouvement révolutionnaire. La crise du gouvernement, elle n'est pas moindre. Elle est énorme aussi, puisque c'est un gouvernement qui a été fabriqué d'abord sous l'urgence, parce qu'il fallait répondre au vide laissé par la démission de Saad Hariri. Il fallait que ce soit à la fois, alors c'était le grand écart quasiment impossible et qui aujourd'hui apparaît de plus en plus impossible, il fallait que ce soit un gouvernement suffisamment loyaliste et tenu par le Hezbollah, qui est en fait le partenaire fort du pouvoir, mais en même temps, il fallait aussi que le Hezbollah ne soit pas trop flagramment, de façon flagrante, en avant-plan, en façade, parce qu'il ne devait pas prendre lui-même la responsabilité à la fois de l'effondrement,
de la gestion sociétale et économique, puisqu'il ne le veut pas et ne le peut pas. Et 3, il ne voulait pas apparaître auprès des interlocuteurs internationaux dans une période où le Liban a besoin pratiquement d'un dialogue avec les donateurs internationaux pour sortir de sa crise. Le Hezbollah ne devait pas et ne pouvait pas apparaître en première ligne, puisque c'était en fait s'assurer de l'échec de la négociation, puisque la première condition aurait été il faut un gouvernement dans lequel le Hezbollah ne soit pas visible. Donc c'était un tout petit peu la première contradiction de ce gouvernement, à laquelle se sont ajoutées ensuite des contradictions beaucoup plus techniques et beaucoup plus politiciennes, et qui deviennent aujourd'hui des contradictions beaucoup plus stratégiques, peut-être probablement, c'est-à-dire un gouvernement qui, au fond, sur les grandes questions, n'a pas de religion, n'a pas encore arrêté sa ligne politique, c'est-à-dire soit sur la question de comment gérer une dette publique qui est devenue aujourd'hui gigantesque et une sorte d'énorme bombe à retardement, une dette publique qui est par tête d'habitant et par rapport au GDP, au PNB, supérieure à la dette argentine, à la dette grecque ou à d'autres pays similaires. Il n'y a pas de réponse. Le gouvernement ne sait pas très bien quelle est sa feuille de route. Il y a une sorte de tâtonnement qui change tous les jours. Même les chiffres ne sont pas agréés. 2, le gouvernement ne sait pas très bien comment aborder la nouvelle donne régionale, et j'en parlerai à la fin de mon propos, qui devient pratiquement aujourd'hui déterminante pour la suite des choses, que ce soit la relation avec la Syrie, que ce soit la question de l'Iran, etc. Et 3, le gouvernement ne sait pas très bien s'il veut garder un lien ténu avec l'opposition classique qui a été éjectée du pouvoir, c'est-à-dire garder un semblant de consensus national qui, pour le Hezbollah, est important pour ne pas mettre le pays dans une situation de tension dans laquelle il ne veut pas vivre constamment, mais en même temps avec une volonté aussi de faire un tout petit peu de revanchisme politique, c'est-à-dire de nettoyer les dossiers laissés par l'équipe partante, ce qui, au fond, permettrait de mettre en échec l'adversaire politique, à savoir le camp haririen, jumblatiste, etc. Ce que le camp probablement du président de la République a bien envie de faire, mais sur lequel le Hezbollah a encore des réticences pour des questions macro-politiques, de nécessité de calmer le jeu et de rester concentré sur les défis régionaux. Donc c'est un gouvernement qui est lui-même en crise aussi, et probablement quelque part que le confinement dû au Covid a été pour lui un effet d'aubaine, parce qu'il lui permettait au fond de délayer ou de retarder certaines questions qui fâchent, en se cachant derrière une situation d'exception qui était celle du confinement, et en disant que probablement la fin du confinement verrait, c'est un peu ce qu'a dit le Premier ministre il y a quelques jours, verrait le mouvement économique dans le pays reprendre à la faveur du retour des expatriés à partir du 1er juillet, etc., etc. Le fait est que, et je reviendrai là-dessus, durant cette période de confinement, le gouvernement et le pouvoir a dû quand même rentrer de plein pied dans l'échéance la plus importante pour l'histoire du pays et pour l'avenir du pays, à savoir l'ouverture de la négociation avec le FMI sur les voies de sortie. Et c'est une négociation qui aujourd'hui, malgré 12 séances jusque-là tenues entre le gouvernement et le FMI, n'a pas avancé d'un pouce, n'a pas avancé d'un centimètre, et probablement avec une incapacité d'avancer avant que le gouvernement ne puisse justement gérer ses contradictions et faire un front plus ou moins uni avec le FMI pour entamer cette négociation, et c'est quelque chose qui probablement va continuer à peser. Alors, troisième camp qui est en crise, troisième partenaire de ce paysage politique qui est en crise au Liban, c'est l'opposition classique, c'est-à-dire l'opposition politique classique qui est en fait aussi mise en cause par le mouvement révolutionnaire, mais qui aujourd'hui a tendance à se cacher derrière la crise, derrière l'incapacité du gouvernement pour essayer alors soit de jouer un tout petit peu à l'alternative, mais avec l'incapacité et la non-volonté de prendre le pouvoir, soit aussi d'essayer de se greffer, et c'est à mon avis l'un des dangers principaux pour le mouvement de révolte du 17 octobre, une opposition politique qui essaye de se greffer sur le mouvement de révolte, qui essaye de le cannibaliser, de l'ingérer et peut-être même de le kidnapper
en s'en faisant le porte-parole et en jouant sur justement l'incapacité du mouvement de révolte de s'organiser, puisque ces forces-là continuent malgré tout à bénéficier, à jouir d'une capacité d'organisation et de ressources à tous les niveaux, entre autres financières, assez importantes. Mais là aussi, ce gouvernement, cette opposition, pardon, consciente de l'énormité des enjeux, de l'énormité des défis qui attendent le pays en tant que tel, à savoir la gestion de la dette, la gestion de la crise avec les donateurs internationaux, la gestion d'une crise économique et sociale qui va être extrêmement brutale pour le pays, n'a pas envie de prendre cette patate chaude entre les mains et donc joue en fait à un jeu très morbide qui est celui de tirer constamment sur le gouvernement, mais en n'essayant pas de provoquer une prise de pouvoir ou une chute du gouvernement. C'est là qu'il y a quelque chose en fait de très bizarre dans le pays, de très surréaliste dans le pays, où on a pratiquement un gouvernement qui est comateux, qui est pratiquement hors d'état de fonctionner, une opposition politique classique qui tous les jours lui tire dessus en utilisant toutes les armes possibles et imaginables, mais qui s'arrête tout de suite à la limite de sa chute et de vouloir le remplacer. Et un mouvement révolutionnaire qui cherche son deuxième souffle, qui cherche son identité et ses manières de s'organiser. Alors je disais tout à l'heure que les sujets sur lesquels toutes ces forces-là sont disons, en incapacité de trouver un modérateur commun ou un dénominateur commun, les sujets, en gros, ils sont les suivants. Alors d'abord, il y a la grande question économique et sociale. Et c'est là où on en vient, si vous voulez, à ce qui va probablement confronter le Liban dans les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire, la grande question, elle est la suivante. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, le Liban aujourd'hui fait face à une dette d'environ 100 milliards de dollars. C'est une dette gigantesque par rapport au PNB du pays et à sa taille, un pays de 3 ou 4 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est une dette qui très largement dépasse les grandes dettes qui ont mis en cause le système économique et mondial dans les décennies précédentes. C'est un pays aussi aujourd'hui dont on sait qu'il a pratiquement perdu, c'est-à-dire évaporé, entre 60 et 80 milliards, disons la fourchette la plus conservatrice et la fourchette la plus alarmiste, milliards de dollars de ses dépôts bancaires. C'est-à-dire que pratiquement l'épargne accumulée par les Libanais depuis 35 ans a été complètement évaporée. Alors, évaporée sous des formes diverses. La corruption, les bons du Trésor incapables d'être remboursés par l'État, des dépôts bancaires ensevelis ou engloutis par la Banque centrale qui les a prêtés à un État failli, etc., etc. Une livre libanaise complètement indexée jusqu'à mars, jusqu'à, disons, janvier sur le dollar et qui aujourd'hui dévisse de façon incontrôlable avec 4 taux de change aujourd'hui dans le pays. Un taux de change officiel qui est celui qui continue à être utilisé par la Banque centrale, un taux de change officiel bis qui est utilisé par les banques sur certains types de dépôts bancaires, un taux de change au marché noir légal. Alors l'oxymore est très intéressant parce qu'il y a un marché noir agréé par la Banque centrale, celui des changeurs licenciés par la Banque centrale, et un taux de marché noir qui, lui, est complètement incontrôlé et qui est stratosphérique par certains moments, et qui, en fait, tout ça rend la vie des Libanais pratiquement de plus en plus impossible et de plus en plus cauchemardesque, avec des phénomènes sociaux qui commencent à se voir, du type vol à la tire, du type suicide, du type sédition ou mouvement de violence, comme ceux qu'on a vus le week-end passé contre les symboles à la fois de la richesse et du pouvoir. Face à cette situation-là, les trois acteurs n'ont pas de réponse, que ce soit la révolution, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition classique, n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que sur l'axe, pour faire court et rapide et peut-être même un peu schématique, sur l'axe gauche-droite des réponses à apporter, personne n'est d'accord. Est-ce qu'il faut accepter de faire payer le prix de la perte au système bancaire,
aux grands déposants, c'est-à-dire au-dessus du million de dollars? Est-ce qu'il faut faire payer ça aux actionnaires des banques? Est-ce qu'il faut le faire payer à la classe politique? Alors là, avec des relents populistes, parce que personne ne sait très bien ce que ça veut dire faire payer ça à la classe politique. Certains disent oui, il suffit de ramener l'argent qui a été se cacher dans les paradis fiscaux à l'étranger pour résoudre la question de la dette, ce qui est financièrement complètement hurluberlu parce que tout ça ne résoudra pas la question. Ou est-ce qu'il faut payer sous la forme de ce mot qui maintenant devient à la mode de haircut, la perte aux déposants, c'est-à-dire en fait il faut que les Libanais acceptent que leur argent évaporé a été évaporé pour l'éternité et qu'ils doivent recommencer à zéro. Sur ces questions-là, personne n'a de réponse. Et les réponses sont soit sur un mode démagogique, sloganique, qui en fait ne veut rien dire, soit ce sont des réponses qui continuent en fait à perpétuer un rapport de force qui s'appuie sur l'ancien système politique, mais dont plus personne n'est aujourd'hui, disons, ne pense qu'il peut continuer à perdurer. Et en tout cas, disons, une solution que les donateurs internationaux aujourd'hui ne prennent plus très au sérieux, que ce soit le FMI ou que ce soit en ce qui nous concerne ici, puisqu'on est un institut français, que ce soit la France, qui est d'ailleurs une partie extrêmement importante dans cette négociation, puisque la France est en fait le co-gestionnaire ou le gestionnaire leader de l'aide internationale de ce qu'on appelle l'enveloppe CEDRE, à savoir une aide de 11 milliards de dollars qui est promise au Liban, mais qui ne sera donnée à ce pays que si le Liban met en œuvre des réformes extrêmement difficiles au niveau structurel, au niveau de ses finances publiques, etc. etc. La deuxième question qui non seulement fâche et clive, mais qui risque de devenir, et c'est sur ça que je finirai mon propos, qui risque de devenir explosive et peut-être même belligène au sens militaire du terme, c'est l'éternelle question serpent de mer du Hezbollah, des armes du Hezbollah et de la mainmise du Hezbollah sur le système politique et sociétal libanais. Alors l'équation, en gros, elle est la suivante. L'équation est que depuis 2005, en fait, il y a une question irrésolue dans le pays qui est la persistance d'un groupe politique, à savoir le Hezbollah, comme force armée probablement supérieure en efficacité et en capacité à celle de l'État libanais. Alors évidemment, cette question-là, elle est encadrée par des résolutions des Nations Unies, la résolution 1559, la résolution 1701, consécutive à la guerre de 2006. Ce sont des résolutions qui ont été appliquées très partiellement et dont la partie non appliquée a été laissée en jachère par la complicité même des forces qui aujourd'hui réclament leur application. C'est-à-dire que tous les gouvernements d'union nationale, jusqu'à celui qui est tombé le 17 octobre, dans les suites du 17 octobre, avaient un tout petit peu implicitement accepté que cette question-là serait mise de côté tant que la question régionale n'était pas encore résolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la question régionale? Ça veut dire à la fois le dit de la négociation irano-américaine et le non-dit de l'issue de la crise syrienne. C'est-à-dire quand est-ce que la crise syrienne va finir, comment elle va finir, quel va être l'avenir du régime en Syrie et de l'État ou du pouvoir politique en Syrie, quelle va être l'issue de la négociation irano-américaine avec ou sans Trump. À partir du moment où on arrive à ces questions-là, où on résout ces deux questions-là, on traitera la partie non résolue de la question du Hezbollah au niveau libanais. Ça, c'était un tout petit peu le logiciel politique jusqu'à octobre 2017. Avec l'effondrement économique et l'effondrement du pacte politique entre les différentes forces au pouvoir au Liban, cette sorte disons, d'accord implicite sur ne pas aborder la question frontalement a explosé. Aujourd'hui, une partie de la rue et une partie des forces politiques dit d'une certaine façon en utilisant l'effet d'aubaine que la crise économique propose, en disant alors voilà, le système est effondré, on ne peut plus avoir un sou d'aide internationale si on ne résout pas la question du Hezbollah, puisque l'ensemble des donateurs qui, au fond, quelque part, moi je ne fais que reproduire ici le discours, quelque part
est soumise au diktat américain n'acceptera de libérer d'aide internationale que si la question du Hezbollah est résolue, ben très bien, on va se cacher derrière la crise économique pour réclamer la tête, les armes, etc. du Hezbollah. Une autre partie des forces politiques, sociétales, du mouvement révolutionnaire, etc., dit certes le Hezbollah protège le système de corruption au Liban, il protège aussi ou il empêche une certaine partie des réformes qui doivent être mises en œuvre pour sortir de la nasse économique, mais aborder cette question frontalement aujourd'hui, c'est prendre le risque de remettre le Liban dans l'affrontement frontal, de le recliver en deux entre forces du 14 et du 8 mars, et de retrouver par là le clivage régional entre les forces de la résistance, c'est-à-dire l'axe irano-irako-syro-Hezbollah, et les forces pro-occidentales, avec le risque que le Hezbollah, paranoïsé, de peur, en proie à la peur de perdre son pouvoir et de voir le système économique s'effondrer sur sa tête, puisqu'aujourd'hui il est au pouvoir, ne recourt à la violence et ne recourt soit au coup de force ou à la sédition violente telle qu'on l'a vu se déployer dans les rues de Beyrouth pour échapper à ce couperet-là. Cette question-là, elle est irrésolue aujourd'hui et à mon avis, elle va rester irrésolue parce que c'est une quadrature du cercle très difficile. C'est sur ça que je vais finir mon propos et répondre à vos questions si je peux, en disant que aujourd'hui, pratiquement, cette révolution donc, qui commence le 17 octobre, qui marque quelques points autour de janvier, février, qui provoque peut-être un effet non attendu, une sorte d'effet pervers qui est la chute du gouvernement, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, et puis ensuite qui se confronte à une crise mondiale qui est le Covid, et qui n'est pas qu'une crise sanitaire, qui est une crise aussi économique mondialement, qui va peser sur le Liban, puisque s'il y avait quelques bonnes âmes dans le système financier international capable d'aider le Liban avant la crise du Covid, aujourd'hui, c'est une question qui est de plus en plus illusoire, puisque l'égoïsme financier des États occidentaux et des donateurs internationaux va monter encore plus qu'avant, et donc il faut s'attendre à moins d'aide internationale. Donc le pays qui s'est engouffré à partir de mi-mars jusqu'à aujourd'hui dans ce confinement qui a laissé toutes les grandes questions en suspens, aujourd'hui est à la veille d'un déconfinement qui va lui faire retrouver les grandes questions, mais multipliées par 15. Et d'une certaine façon, je dirais que cette période de confinement a été l'incubateur, en fait, de toutes les crises. C'est-à-dire, ça a été un accélérateur de particules de toutes les crises et de toutes les questions irrésolues. La déshérence du pouvoir politique et son incapacité à répondre à la question, la crise économique qui aujourd'hui s'est multipliée par 5, 10 ou peut-être plus, et un mouvement révolutionnaire qui a encore plus de mal à trouver des réponses, et quand il les trouve, ce sont des réponses qui sont potentiellement conflictuelles. À l'issue de cette période de mise en veilleuse, disons, d'un pays tout entier, on se réveille avec aussi une région, et c'est sur ça que je termine, qui elle aussi aujourd'hui doit répondre à des questions très fondamentales dans les 6 mois qui viennent. Ce n'est pas un hasard que la crise économique et donc sociale et donc politique au Liban aujourd'hui se retrouve encore plus compliquée que tout ce que j'ai raconté du fait de la mise en application de la législation américaine qu'on appelle le Caesars Act, donc la loi César, le 10 juin, donc il y a 5 jours, qui est rentrée en exécution depuis quelques jours et qui commence aujourd'hui, et depuis quelques 48 heures en fait, à créer des effets extrêmement violents sur l'économie et la société syrienne et qui se répercutent sur l'économie et la société libanaise, c'est une question qui aujourd'hui va peser sur les mois à venir. Et c'est donc, on revient à la question de l'avenir de la Syrie et de sa répercussion et de la répercussion de cet avenir sur le Liban. La deuxième grande question, c'est aussi l'accélération à la veille des élections américaines en novembre de 2020, c'est-à-dire dans moins de 5 mois, de la question iranienne et de la question du bras de fer irano-américain dans la région et des effets que cela va avoir sur le Liban, puisque le Liban est de plein fouet
touchés par cette question, ne serait-ce qu'à partir de l'aspect des sanctions internationales américaines qui pèsent sur l'Iran, sur le Hezbollah et sur les pays qui sont dans le giron de cette force-là. Donc c'est un peu tout cela aujourd'hui qui se retrouve face aux Libanais. Donc une sortie de confinement avec des questions qui se sont exacerbées, avec des réponses probablement encore plus hasardeuses que celles avec lesquelles nous sommes rentrés en confinement, et avec une configuration régionale qui est encore plus volatile, probablement encore plus conflictuelle, et à Dieu ne plaise, encore plus belligène pour un pays qui aujourd'hui est devenu à cran et dans lequel la violence est peut-être le dernier recours et le dernier, disons, lexique de la vie politique dans un pays où pratiquement la politique est en crise elle aussi. Voilà, je vais m'arrêter ici et je crois qu'il reste une dizaine de minutes pour les questions que je suis très très heureux de prendre et j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph Bahoud, pour cette intervention tout à fait passionnante. Je vais utiliser l'avantage que j'ai d'être animateur pour m'octroyer le droit de vous poser une première question, et qui est dans quelle mesure la relative réussite avec laquelle le gouvernement a géré la crise sanitaire est exploitée ou n'est pas exploitée politiquement par ce côté de l'échiquier politique libanais. Alors, le gouvernement, évidemment, a essayé de s'attribuer ce succès. Il s'en est targué de façon très, très claire. Ça a été dit par le Premier ministre, c'est dit régulièrement par le ministre de la Santé. Certaines forces politiques, parfois par excès d'honnêteté, ont reconnu que le gouvernement avait au fond bien géré la chose avec les moyens du bord, etc. Mais c'est un moment qui est fini aujourd'hui. C'est un moment qui est passé. C'est très malheureux de le dire, mais il est peut-être passé aussi parce que la crise du Covid n'a pas été très importante. C'est-à-dire qu'au fond, le gouvernement se targue de quelque chose finalement qui n'a pas eu lieu. C'est une victoire un peu à la Pyrrhus, une victoire qui ne veut rien dire, ça arrache des sourires. Les gens disent, bon, c'est vrai qu'on a échappé au pire, mais au fond, parce qu'on était à la maison du fait de la crise économique. Donc c'est un tout petit peu ça. Donc le fait de s'en targuer ne peut pas aller très loin. C'est un peu malheureux pour le gouvernement, mais c'est un moment qui est aujourd'hui fini et en aucun cas, dans la situation actuelle, ça peut construire un semblant de légitimité. Pour revenir aux propos de Laurent en tout début de séance, que ce soit à l'instar du cas marocain ou ailleurs, le gouvernement ne peut pas aujourd'hui ajouter cette médaille, disons, à son tableau de chasse pour dire, ben, écoutez, j'ai quand même bien géré, reconnaissez-le moi. Je crois que c'est une question qui est aujourd'hui devenue complètement inexistante. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole au public dans l'ordre. La première question va être posée par Elisabeth Kassab. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donc poser votre question? Salut Joe, c'est Suzanne Kassab. Oui, ça va? Salut. Écoute, ma question est, à ton avis, à travers tous ces webinaires et toute cette zoomite aiguë, quels sont les défis les plus importants devant les révolutionnaires pour s'organiser politiquement? Quelles sont les difficultés? J'y ai fait allusion très très rapidement. Il y en a deux en termes tactique, enfin en termes politiques, immédiate à mon avis. C'est d'abord, évidemment, il n'y a pas de programme unique, il n'y aura pas de programme unique, évidemment, et il ne peut pas y en avoir puisque les révolutionnaires sont très éparpillés sur le spectre politique. Mais il peut y avoir une plateforme minimale commune de revendication, si ce n'est de gouvernement, et un échéancier un peu à la soudanaise, je dirais, puisqu'on est en présence ici de chercheurs et de collègues qui travaillent sur des cas régionaux, une sorte d'échéancier et de programmation sur les 2-3 années à venir sur ce qu'il s'agit de faire. Est-ce qu'il faut réclamer des élections anticipées? Est-ce qu'il faut tout de suite parler des armes du Hezbollah? Comment on aborde le FMI, etc., etc. C'est un tout petit peu une charte d'honneur que ces mouvements peuvent mettre en commun en disant voilà ce sur quoi on est d'accord, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas un problème. Et on a trouvé un moyen de régler nos désaccords de façon un tout petit peu démocratique et politique, c'est-à-dire ne pas les régler dans la rue tous les samedis en s'affrontant par groupes interposés. La deuxième grande question et le deuxième grand défi,
c'est de sortir du moment un peu positif et béni, mais romantique, et devenu un tout petit peu contre-productif du spontanéisme révolutionnaire des débuts. C'est-à-dire révolution sur WhatsApp, on ne sait pas qui appelle à quoi, etc. Il n'est pas question non plus d'avoir un leadership uni ou unifié, d'un commandement de la révolution, ce serait la pire des choses, mais peut-être commencer un tout petit peu à identifier les groupes, à mettre des visages, à dire voilà, il y a une centaine de personnes qui sont crédibles, capables de donner le là, sans pour autant qu'elles s'arrogent le droit ni de dicter le logiciel de la révolution, ni de négocier avec le gouvernement ce que certains seraient tentés de faire. Donc voilà un tout petit peu les deux choses qu'il faut aborder. Et les thématiques qu'il faut aborder, c'est la question de comment répondre au FMI, qu'est-ce qu'on fait des élections anticipées ou pas, est-ce qu'on y va ou pas, si on y va, quelles sont les chances de les remporter, elles sont à mon avis aujourd'hui minimes sinon nulles, et troisièmement, est-ce qu'on aborde de front la question du Hezbollah, quitte à scinder le mouvement, ou est-ce qu'on fait de la politique gradualiste, et comment, avec quelle thématique, avec quel slogan, etc., etc. Une grande partie de ces réunions sur Zoom tournent autour de ça. À mon avis, il y a eu des progrès, en tout cas en termes de connaissance des gens, c'est-à-dire que les gens qui ne se parlaient pas vraiment ont appris à se connaître, il y a moins de suspicions, peut-être moins d'ego surdimensionné qu'au début de la crise, puisque tout le monde se rend compte que le grand soir n'est pas pour demain et que assurément le Lénine du grand soir n'est pas prêt aujourd'hui et n'est pas trouvable dans cette armée, dans cette cohorte de révolutionnaires. Peut-être que c'est le bon côté de la chose, mais je suis loin de dire que les mouvements ont atteint un seuil acceptable de coagulation, disons. Il y avait une question également qui était demandée ou qui va être posée par Laurent Bonnefoy. Oui, merci Joseph. Moi, j'aurais aimé revenir un petit peu à la question du confinement et de voir, dans la mesure où il y avait une contestation un petit peu je dirais, de la réalité ou de la profondeur ou de la centralité en fait, de la pandémie, est-ce que les révolutionnaires ou particulièrement les jeunes ont contesté en se rendant par exemple à des rassemblements les mesures de confinement? Est-ce qu'il y a eu tout un débat sur l'opportunité en fait de maintenir ces mesures qui sont des mesures attentatoires aux libertés en fait? Très très peu, peut-être même pas, sauf peut-être à une seule période et maintenant récemment. C'est-à-dire que l'argument du confinement pour empêcher les gens de reprendre le mouvement dans la rue a été utilisé peut-être une ou deux fois. Il n'y a pas eu de contestation réelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements de rue en plein confinement avec des gens qui ne mettaient pas en cause le principe même du confinement, mais qui disaient que, au vu de la gravité de la crise du corona au Liban, les mesures étaient un tout petit peu excessives. Mais là aussi, le gouvernement n'a pas essayé de s'agripper à cette question. Il n'y a pas eu vraiment de débat là-dessus. Le débat qu'il y a eu sur le confinement ou pas, les mesures à prendre ou pas, était un débat très technique, un tout petit peu un débat à la française. C'était est-ce que les masques sont efficaces? Est-ce qu'on a assez de respirateurs? Est-ce que ça n'a pas été un débat, disons, à l'égyptienne ou à l'irakienne ou à la marocaine ou autre? Je ne crois pas que ce débat a eu lieu. Il n'y a pas vraiment eu de mouvement, disons, de rébellion contre le confinement. Il y a eu des mouvements peut-être un peu spontanés, mais qui n'étaient pas politiques, qui étaient juste de dire, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. Il n'y a pas de cas de corona au Liban, il n'y a pas de quoi faire toute cette paranoïa. Mais les gens se sont pliés, vaille que vaille, à l'arsenal des mesures, encore une fois parce que la vie était déjà arrêtée auparavant. Je crois que nous avons une question de Myriam Catus. Oui, bonjour Joseph, merci beaucoup pour ton exposé, c'était vraiment passionnant. Moi, je voulais revenir sur des questions techniques aussi un petit peu et sur cette articulation à la fois entre le mouvement social et la politique de gestion de cet événement ou non-événement, je ne sais pas, du Covid.
travers deux points que tu as abordés très rapidement, mais sur cette question des droits sociaux, en fait, qui est aussi l'une des questions qui traverse d'une façon ou d'une autre le mouvement de cet hiver. Alors, je me posais deux questions sur lesquelles j'ai aucune réponse et je voulais savoir si toi… La première, c'est comment tu as dit rapidement que l'essentiel des malades ont été accueillis dans les hôpitaux publics. Alors, la question du droit à la santé, c'est quand même une question centrale dans la vie quotidienne des Libanais. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour l'accueil de ces malades? C'est-à-dire que, est-ce que pour une fois, on leur a demandé s'ils étaient… On a omis de leur demander s'ils étaient assurés ou pas à l'entrée de l'hôpital? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un moment un petit peu une brèche ou pas voilà, au nom peut-être de l'impératif de lutter contre l'épidémie. Et l'autre question qu'on a vu aussi beaucoup surgir autour des mobilisations et de la résurgence du discours sur la faim et sur les affamés, c'est est-ce que tu vois bouger des choses autour de la question relative au droit du travail au sens large du terme? Est-ce que tu vois? Alors, sur la première question, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre avec une exactitude parfaite, mais d'après ce que je sais et ce que je crois avoir compris, c'est que tout comme dans les situations d'exception, c'est-à-dire après des attentats, après des crises comme par exemple la guerre de 2006, etc., les hôpitaux, en principe, sont instruits par le ministère de la Santé pour prendre l'ensemble des malades aux frais du ministère de la Santé. Alors, ça veut dire qu'en fait, ils ne font qu'accroître la dette publique qui, de toute façon, est gigantesque. Donc, en fait, c'est un tout petit peu, on pisse dans un violon d'une certaine façon. L'ensemble, le gros du contingent des contaminés est traité à l'hôpital gouvernemental Rafik Hariri, donc de Beyrouth, qui est l'hôpital central, et dans les hôpitaux gouvernementaux des régions. Les hôpitaux privés, en tout cas ceux dont je connais la situation, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu, l'hôpital de l'université américaine et l'hôpital orthodoxe, ont consacré 20 à 25% de leurs lits à l'accueil des malades, mais ils n'ont pas été occupés, c'est-à-dire que ce sont des ailes qui sont restées vides, ce qui est d'ailleurs le signe que la pandémie n'a pas fait de ravages dans le pays. À ma connaissance, personne des atteints n'a été sommé de payer ou de montrer une carte d'assurance, etc. Ceci étant, il faut aussi rappeler qu'une bonne partie des 1460 cas que j'ai cités n'ont pas été hospitalisés. Ils ont été confinés à la maison. Ça a été un peu les mesures, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, en regardant les journaux télévisés français, en suivant l'actualité française, qu'en fait, on a beaucoup calqué le système qui a été mis en place en France. Alors, est-ce que c'est parce que l'OMS pratiquement donne les mêmes directives? Et je sais que le ministère de la Santé au Liban a travaillé beaucoup avec l'OMS, qui a un représentant sur place, et le ministère de la Santé a suivi très scrupuleusement les directives de l'OMS par peur de perdre les petits crédits qui venaient de l'OMS. Mais aussi, je crois qu'il y a eu donc un calcage sur très particulièrement la France, du fait que aussi, comme tu le sais Myriam, une grande partie du corps médical a des relations universitaires ou autres avec la France, et donc il y a eu beaucoup, je crois, d'inspiration de ce pays. Sur la question de la faim et du droit au travail, là c'est une vraie question, et qui, à mon sens, va devenir très présente et probablement explosive dans les semaines et les mois qui viennent. Alors d'abord, quand il y a eu les mesures de confinement, une grande partie de la classe, disons, populaire et des partis politiques, disons, proches du mouvement, disons, ouvrier, etc., qui ont dit, c'est bien gentil de dire aux gens, vous ne devez pas travailler, mais ceux qui travaillent pour gagner leur pain au quotidien, au vrai sens du terme, le chauffeur de service, le marchand à la tire, etc., ceux-là ne peuvent pas ne pas travailler. Il y a eu des cas même, il y a eu des scènes bouaziziennes dans certains à Tyr ou ailleurs dans le pays, des marchands à la tire, des marchands à la criée qui ont jeté leurs étalages par terre, qui ont essayé de s'immoler, etc. Il y a eu cela.
C'est peut-être terrible de le dire, mais là encore, disons, le système, disons, de la société communautaire au Liban a pris le relais, c'est-à-dire que les associations de bienfaisance, les associations communautaires, les initiatives privées sont un tout petit peu venues seconder, disons, l'État, mais aujourd'hui, avec les licenciements qui sont en train de devenir pratiquement quotidiens et qui dépassent la question du Covid, qui ont rapport avec la crise économique, des hôtels, des restaurants qui ferment à tour de rôle, des grands malls qui sont en train de mettre la clé sous la porte, des petites industries qui ne peuvent plus travailler du fait de la crise économique, et aussi des gens qui ne peuvent plus pratiquement se nourrir puisque le Liban importe 80% de ce qu'il consomme. Tout cela fait que le mouvement des affamés, comme on dit, d'ailleurs on emploie ce terme de plus en plus, on l'entend de plus en plus, Sawrat el-Jiyar, la révolution des affamés, elle est aux portes, elle a commencé à frapper, elle dépasse le Covid et ça va devenir une question, à mon avis, centrale, qui va probablement teinter et donner le là de la révolte post-confinement. J'aurais peut-être une dernière question avant de clore le séminaire pour aujourd'hui, et qui est le Liban économiquement tient chaque année sur la venue en été des émigrés libanais d'Afrique, d'Australie, d'Europe, qui apportent tout simplement de l'argent et font fonctionner l'économie libanaise. Étant donné que les relations aériennes, les liaisons aériennes dans le monde sont extrêmement perturbées par la crise sanitaire, est-ce que c'est un sujet actuellement au Liban de comment va-t-on faire pour suppléer à ce qui va probablement être un arrêt du robinet que représente la revenue des émigrés libanais revenant en été? C'est une question qui est pas seulement quotidienne, qui est horaire pratiquement. On en parle tout le temps, que ce soit politiquement ou dans les salons, enfin dans la vie sociale, etc. Bon, je disais que le Premier ministre, il y a 3 jours, dans une de ses déclarations, a parlé de l'opportunité qu'était la réouverture le 1er juillet de l'aéroport et du retour des expatriés cet été. Bien évidemment, c'est un vœu très largement pieux puisque beaucoup ne vont pas rentrer. Beaucoup de ceux qui vont revenir passer les vacances, ou même certains vont revenir se réinstaller dans le pays, puisqu'ils sont incapables aujourd'hui, je parle des étudiants, de continuer à bénéficier des virements que leurs parents leur faisaient à l'étranger, puisque le système n'est plus capable de le faire, vont revenir, mais ils ne vont pas ramener avec eux les enveloppes qu'ils ramenaient d'habitude aux vacances régulières. D'abord parce qu'ils n'ont pas cet argent-là. Deuxièmement, parce que la perspective qui est maintenant avérée de voir tout sou, tout dollar ramené avec soi, être enfermé dans le système bancaire et incapable d'être utilisé de façon fluide, va les pousser à ne ramener avec eux que ceux dont ils auront besoin pour leur séjour et pour l'aide à leur famille. Et ça, c'est une des grandes questions qu'aujourd'hui, qui est macroéconomique, qui est en négociation avec le FMI. Pour aller un peu plus loin sur ta question, Frédéric, macroéconomiquement, le Liban engrange pratiquement chaque année 2 milliards de dollars de revenus des expatriés, ce qu'on appelle les remittances, ce qui est énorme. C'est ce qui, en fait, équilibre la balance des paiements. Cette somme-là, aujourd'hui, elle n'est plus du tout, elle n'existe plus. Au mieux, il y aura quelques virements en cash par OMT, Western Union, ou par enveloppe donnée à des amis, etc., d'un expatrié en Afrique, en Australie, en Amérique latine, à sa famille, à son frère, à son père, pour qu'il puisse payer ses factures et acheter ses légumes. Mais plus personne aujourd'hui ne virera de l'argent d'épargne sur des comptes bancaires libanais, ce qui constituait pratiquement le coussin de sécurité du système financier libanais. Là, on est dans de la macro pure, c'est-à-dire que pratiquement le gros des déposants, des dépôts bancaires étaient constitués par les expatriés attirés par les taux d'intérêt ou par le marché de l'immobilier au Liban. Aujourd'hui, qu'il y a une mainmise pratiquement légale, officielle, de l'État sur ces dépôts bancaires qui sont gelés pratiquement,
plus aucun épargnant à l'étranger ne va diriger un sou de plus que ce qui est nécessaire d'être dirigé vers le Liban. Et ça, je crois que ça va être une question qui va peser sur les 5 à 10 années à venir. Quelle est la capacité du système bancaire et du système économique libanais à recapter une partie du surplus financier dégagé par les Libanais de l'étranger? C'est une énorme question. À mon avis, le coût porté à la crédibilité du système bancaire dans cette crise-là est tellement grand que probablement pour 10 ans à venir, aucun Libanais de l'étranger n'en verra plus son argent dormir au Liban en pensant qu'il vivait sur un coussin de taux d'intérêt assuré et garanti. Et ça, c'est une énorme question macroéconomique, je le redis encore. Merci beaucoup, Joseph, pour cette communication passionnante et les réponses extrêmement précises à toutes les questions qui ont été posées. Nous allons maintenant clore cette session. Le programme des séances est annoncé sur le site des UMIFRE partenaires et la prochaine séance du SOCOSMA se tiendra le mardi 7 juillet depuis le Caire par l'intermédiaire du CEDEJ, et je donne la parole à Agnès de Boulet pour la présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Frédéric et je pense qu'il y a beaucoup d'écho, excusez-moi. Et à Laurent ainsi qu'à Joseph pour la présentation aujourd'hui. Voilà. Alors, merci. Donc, on a mis en place en Égypte un petit groupe de travail composé des chercheurs de l'équipe ainsi que des doctorants et de quelques étudiants master ainsi que également de stagiaires de deuxième et troisième année essentiellement de Sciences Po. Ce groupe de travail s'appelle COCOMAS, donc pour collectif, études collectives sur le Covid-19 en Égypte. Et en fait, Marie Bonetzal coordonnera la présentation de cette séance du 7. Elle-même présentera une partie de ses recherches sur les politiques sanitaires en Égypte. Et il y aura également une présentation par 3 autres doctorants de cette petite équipe informelle. Voilà, on envoie donc un programme un peu plus détaillé dans les jours qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Donc nous nous retrouvons mardi 7 juillet et nous serons cette fois au Caire. Au revoir à tout le monde et merci pour votre présence.